Bonsoir à tous et bienvenue pour cette présentation sur le thème Méditer, pourquoi, comment. Je suis honorée d'accueillir avec moi ce soir Jean-Marc Serrougne. Il est professeur de méditation transcendantale, il est diplômé de la faculté Orsay Paris-Sud, conseiller en formation continue. J'accueille également avec une grande joie le docteur Philippe Gallois, neurologue, ancien chef de service hospitalier et professeur de neurophysiologie. Quant à moi, je suis Marlène, conseillère en développement du potentiel humain et je suis extrêmement heureuse d'animer cette conversation et de passer cette soirée avec vous. La méditation, vous l'avez vu, est devenue un phénomène de société. Ce n'est pas une mode, cela semble plutôt correspondre à la nécessité d'aujourd'hui d'apporter un peu de calme, un peu de sérénité dans le tumulte intérieur et extérieur quasi permanent. Mais il existe tellement de formes de méditation. Sont-elles toutes identiques? Sont-elles toutes efficaces? Comment choisir? C'est le thème de ce soir. Les intervenants vont vous donner les clés d'un choix éclairé avec des informations de spécialistes. Je crois, mais ça c'est un secret que je vais vous livrer, je crois bien qu'ils méditent ces deux-là depuis près de 50 ans. Mais comment allons-nous procéder? Nous allons d'abord aborder les questions essentielles pour une bonne compréhension du thème évoqué, mais vous pouvez vous sentir libre de marquer toutes les questions qui vous viennent en tête dans la rubrique discussion. À la fin de l'intervention, nos deux intervenants se feront un plaisir d'y répondre. Alors Jean-Marc, puisqu'il existe plein de méditations, puisque les propositions affluent dans pléthore de médias, pourriez-vous justement nous expliquer les caractéristiques des différentes approches de méditation? Il y a un mot qui me vient à l'esprit pour commencer à vous parler de méditation, c'est le mot se recueillir. Se recueillir. Quand on est pris dans le flux de notre mode de vie actuel, avec toutes ses responsabilités, les activités, etc., on se perd un peu soi-même et on a besoin donc de se retrouver. Et le meilleur moyen de se retrouver, c'est de se tourner vers l'intérieur. Et c'est précisément en ça que consiste un recueillement, se saisir à nouveau tel qu'on est soi-même, au-delà de toutes les responsabilités et activités qu'on a dans la journée. Alors, toutes ces techniques de méditation, c'est effectivement un choix qui n'est pas évident, parce qu'elles sont très nombreuses, très variées, et c'est un choix important, parce que généralement, il va nous engager pour une pratique qui va durer quelques années au moins. Donc, j'espère que je vais pouvoir vous aider à bien choisir celle qui vous convient le mieux en vous présentant tout d'abord les grandes catégories de techniques de méditation et ensuite en rentrant beaucoup plus en profondeur dans ce qui est caractéristique de la méditation transcendantale, puisque c'est la technique que j'enseigne depuis un certain nombre d'années. Alors, les catégories de méditation, les grandes catégories, classiquement, on considère qu'il y en a trois. Il y a d'abord les techniques qui relèvent de ce qu'on appelle l'attention focalisée. Et dans ces techniques, le principe de départ est de contrôler l'attention pour faire le vide en soi, c'est-à-dire arrêter de penser, d'avoir des pensées et expérimenter un état où il y a cet état de vide à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelait aussi avant les techniques de concentration, où il est nécessaire pour avoir cet état de vide de chasser ou de repousser les pensées qui nous viennent. Voilà pour la première catégorie. J'y reviendrai après. D'accord. La deuxième catégorie, ce sont les méditations qui relèvent de ce qu'on appelle l'observation ouverte. Et là, le principe de départ, c'est de laisser passer les pensées un petit peu comme des nuages qui passent dans le ciel. Donc, ne pas s'attacher à leur contenu émotionnel ou intellectuel. Donc, c'est une forme de détachement qu'on va pratiquer en soi pour arriver à un état de meilleur équilibre. Et enfin, la dernière catégorie, celle que j'enseigne, c'est les techniques de méditation qui relèvent de ce qu'on peut appeler la transcendance automatique, c'est-à-dire qui repose sur une absence de contrôle qui permet
un changement d'état de conscience qui permette de passer des contenus de notre esprit au contenant de lui-même, c'est-à-dire des pensées, des émotions, des ressentis qui nous traversent en permanence, habituellement, à la conscience de la conscience elle-même, c'est-à-dire du contenant finalement de tout ce qui se présente dans notre esprit. Toutes ces techniques relèvent de systèmes de développement personnel, évidemment. Toutes ces techniques sont bénéfiques et apportent une transformation ou des transformations qui sont précieuses dans la vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est quelque chose, au contraire, pour transformer concrètement la façon dont nous vivons notre vie. Pour résumer ces trois catégories, la première, donc l'attention focalisée, je la caractériserai par les mots suivants, trois mots: concentration, vide, volonté. La deuxième catégorie, celle qui relève de l'attention focalisée, les trois mots qui pour moi caractérisent ces techniques, c'est le détachement, l'observation et un état de paix, d'apaisement intérieur. Et enfin, la troisième catégorie qui relève de la transcendance, ce seraient les mots innocence, silence et conscience. Tu as une question? Jean-Marc, j'ai envie de vous interrompre parce que ça peut être un peu technique pour nos auditeurs. Oui. On comprend bien les différences au niveau des méditations dont vous parlez, mais par exemple, la transcendance, est-ce que vous pouvez éclairer un peu sur ce terme-là? Oui. Dans le vocabulaire courant, transcendance, ça veut dire aller au-delà. Et donc, dans le cadre de la pratique de cette méditation transcendantale, la pratique nous permet d'aller au-delà du contenu habituel de notre esprit. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui se passe dans notre esprit habituellement. Donc, ce à quoi vous pensez, ce que vous percevez, l'écran que vous êtes en train de regarder, les sons également que vous entendez, etc. En fait, tout ce qui occupe notre esprit conscient. Et donc, le processus de la méditation, que je vais décrire ensuite, permet progressivement de quitter cette sphère de contenu concret, on pourrait dire, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus subtil, qui est le contenant de tous ces contenus, c'est-à-dire la conscience elle-même. D'accord. Est-ce que ça vous semble plus clair, plus accessible? Ça me semble plus accessible, mais en même temps, vous venez d'utiliser un terme, conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, justement, c'est le contenant. C'est ce qui nous permet d'être conscients. Tous, nous sommes conscients, sinon nous ne serions pas là en train de nous regarder mutuellement et d'écouter ce qui va se dire. La conscience, c'est la capacité d'être conscient. Mais habituellement, on est conscient de quelque chose qui occupe notre esprit. Et le processus de la méditation permet d'aller au-delà de ce quelque chose et d'être conscient de soi-même, c'est-à-dire de notre propre conscience. D'accord. D'accord? Donc, vous venez déjà de nous annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'on est tous conscients, puisqu'on est conscient d'être ici tous ensemble ce soir, par exemple. Mais vous soulignez qu'avec une méditation transcendantale, en tout cas une méditation qui nous emmène en transcendance, on va être conscient de notre propre conscience. C'est bien ça? C'est exactement ça, oui. Alors, on va rentrer, et je reviendrai un petit peu sur ce processus qui est de nature tout à fait spontanée et automatique. Mais avant, je voudrais vous donner les spécificités de cette méditation de transcendance, de méditation transcendantale. La première caractéristique, c'est que c'est une technique très simple et très facile à pratiquer. Pour vous en donner une idée, les enfants peuvent la pratiquer à partir de 10 ans, la même technique que les adultes, et à partir de 6-7 ans, une technique qui est spécifique aux enfants. Donc ça montre bien que ce n'est pas un processus intellectuel, c'est un processus d'expérience intérieure de ce qui se passe en nous-mêmes quand on laisse l'attention se porter vers des niveaux de plus en plus fins en nous-mêmes. Ensuite, c'est une technique qui est très ancienne, qui date d'il y a plusieurs millénaires et qui relève d'une tradition qui est la tradition védique. C'est une tradition, bien sûr, qui s'est développée en Inde. Pour autant, la technique elle-même n'est pas indienne, c'est un processus tout à fait universel.
Ensuite, c'est une technique qui est enseignée toujours de la même façon. C'est-à-dire, elle est enseignée par des professeurs qui sont formés de façon très approfondie. Personnellement, moi, il m'a fallu 3 ans de formation pour devenir professeur. Ça peut être un peu plus court, hein, mais disons que c'est une formation qui est très exigeante. Et le cours, que vous le suiviez à Marseille, à Strasbourg, à Paris ou à Tokyo, sera toujours le même. Il va comporter les mêmes étapes. C'est un cours en 7 étapes qui est bien structuré et qui va vous permettre, d'une part, de comprendre ce que vous pouvez attendre de la méditation, comment elle fonctionne, ensuite de commencer à l'expérimenter. Dans la 4e étape, de passer en revue toutes les expériences que vous pouvez rencontrer dans votre méditation pour vous sentir complètement à l'aise avec votre pratique. Ensuite, dans la 6e étape, on verra plus en détail les mécanismes qui permettent de laisser l'attention plonger vers l'intérieur et comment elle en ressort. Et enfin, dans la dernière étape, on vous présentera les objectifs à moyen ou à long terme de la pratique de cette technique. Vous dites que cette pratique, elle est très simple. Est-ce que Oui. vous pourriez nous dire, par exemple, qu'est-ce que c'est la pratique en fait? Parce que s'il faut prendre une position de lotus, ça veut dire que tous les gens qui n'ont pas cette souplesse, dont je fais partie, ne peuvent pas pratiquer cette méditation-là. Oui, ce serait tout à fait un obstacle, hein. Ça m'est arrivé de pratiquer il y a longtemps une autre forme de méditation où on était assis en saïsa sur un Ouais. tatami et je peux vous dire que c'était très, très, très douloureux. Non, là, c'est tout à fait autre chose. En fait, on s'assoit confortablement. C'est mieux quand D'accord. même d'avoir le dos à peu près droit, Calé. on va dire, Mhm. hein. Mais assis confortablement, dans un endroit calme, si possible, c'est quand même mieux, surtout au début, et on ferme les yeux. En fait, je pensais en parler un peu plus loin, mais ça ne fait rien. C'est très bien que vous posiez toutes ces questions. Les changements d'état de conscience sont des phénomènes automatiques et spontanés. Alors, il y en a un qu'on connaît tous, il y en a même 2 qu'on connaît tous, puisqu'habituellement, dans un cycle de 24 heures, on passe par 3 états de conscience qui sont l'état de veille, l'état de sommeil profond et l'état de rêve. Et quand vous vous endormez le soir, c'est un processus tout à fait automatique, hein. Vous allongez, vous mettez dans certaines conditions, sous une couette, dans une pièce où vous avez éteint la lumière, vous fermez les yeux, et de soi-même, le cerveau va changer son mode de fonctionnement et va vous faire basculer automatiquement dans le sommeil profond. Maintenant, il peut arriver que vous n'arriviez pas à vous endormir, hein, quand vous Mhm. êtes angoissé, stressé, etc. Alors, la sagesse populaire a une technique à notre disposition, c'est de compter les moutons. Comptez les moutons, les moutons, vous comptez les moutons, et au bout d'un moment, vous avez cessé de vouloir vous endormir à tout prix, et vous, grâce à cette répétition intérieure, vous glissez spontanément dans le sommeil. Et bien, dans la méditation de transcendance, ce n'est pas des moutons qu'on utilise, mais c'est un son qu'on appelle un mantra. Et la répétition de ce son, sans faire d'effort, de façon très très innocente, permet de glisser vers cet état de conscience, qui est un 4e état de conscience, au-delà des états de veille, rêve, sommeil, et qui se caractérise par un état sans pensée, sans perception, sans ressenti. C'est simplement être conscient d'être conscient. On pourrait dire aussi c'est l'état d'être. Un état sans pensée. Vous vous rendez compte de l'information que vous êtes en train de donner là? Quand les cerveaux grouillent de pensées, de préoccupations, de stress, de soucis, un cerveau sans pensée. Waouh! C'est bien pour ça qu'on a besoin d'une technique, parce que c'est une expérience qui peut se produire de façon spontanée, de temps en temps dans notre vie, mais c'est rare, hein, devant un beau coucher de soleil ou à la lecture d'une poésie, on peut tout d'un coup, ou à l'écoute d'une musique qui nous touche profondément, on peut avoir tout d'un coup comme un silence qui s'installe en nous-mêmes et on se sent dans une paix intérieure et dans une félicité en même temps qui nous comble. Le problème, c'est que cette expérience arrive rarement et c'est tout l'objet d'une technique comme la méditation transcendantale, c'est de nous donner un chemin d'accès systématique à cette expérience pour qu'on puisse l'approfondir peu à peu et la retrouver dans chaque séance de méditation, mais même
beaucoup plus, de l'installer peu à peu dans notre vie quotidienne. Parce que D'accord. l'expérience de ce silence intérieur, au début, vous allez le faire de façon plus ou moins claire, puis ça va s'approfondir peu à peu. Et puis, il y a un moment où, quand vous ressortez de la méditation, cet état de silence intérieur se maintient comme un arrière-plan sur lequel viennent se dérouler toutes vos pensées habituelles, toutes vos perceptions, toutes vos sensations, etc. Et à ce moment-là, D'accord. c'est à nouveau un nouvel état de conscience qui se développe, une nouvelle façon de fonctionner du cerveau. C'est véritablement un cinquième état de conscience où vous gardez cet état de bien-être intérieur stable, ce silence de référence à vous-même, tout en étant actif dans votre vie de tous les jours. Ce n'est pas du tout une technique pour les moines, hein, c'est une technique pour des gens, au contraire, qui veulent trouver l'épanouissement le plus complet possible dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, dans leur vie professionnelle, etc. Mais revenons à la pratique. Vous m'avez dit, on s'assoit confortablement, on ferme les yeux et on invoque ce mantra, en fait. C'est ça, les yeux fermés. Alors, Alors, pendant oui. combien de temps? Comment ça fonctionne? Il faut combien de temps pour pouvoir vivre une belle méditation? Alors, le temps pour un adulte de méditation est de 20 minutes. Donc, on s'installe Mmh. confortablement, comme je le disais tout à l'heure, on ferme les Oui. yeux et on commence sa méditation. Et puis, au bout de 20 minutes environ, on vérifie le temps qui s'est écoulé. Et si ça fait bien 20 minutes, on ressort tout doucement, sans se stresser, bien sûr, puisque le but, c'est d'enlever tous les stress, hein. Et on ressort doucement de sa médiation et on reprend ses activités. Donc, cette pratique, on la fait 2 fois par jour, c'est l'idéal. Une fois le matin, en se levant, après avoir fait la toilette, c'est l'idéal. Et le soir, en revenant du travail, pour préparer la soirée, avoir la soirée la plus agréable et épanouissante possible. D'accord. Et donc, en pratiquant cette méditation 2 fois par jour, 20 minutes 2 fois par jour, on arrive à trouver un climat intérieur de paix, de sérénité, le stress disparaît, on se sent beaucoup plus apaisé, beaucoup plus aligné, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, mais elles sont toutes exactes. Alors l'expérience va varier d'une personne à l'autre. Chez l'un, c'est plutôt le sentiment de bien-être qui va se développer d'abord. Chez une autre personne, ça va être plutôt le sentiment de détente par rapport à l'état peut-être de pression intérieure dans laquelle elle se sentait, par exemple, dans son travail. Chez un autre encore, ça peut être le développement de la capacité de concentration. Hein, ça se voit très très bien au bout de quelques mois de méditation, hein, la capacité à se focaliser se développe de façon spectaculaire. Et puis pour d'autres encore, ça va être des changements d'habitude de vie. Ça va être une meilleure routine de vie. Ça va être arrêter de fumer, par exemple. Moi, ça a été mon cas, hein. Donc ça peut nous libérer des dépendances, ça peut nous rendre plus autonomes, ça peut nous donner un peu plus d'estime de soi, de confiance en soi, ça intervient dans ces domaines-là aussi? Oui, c'est un excellent moyen de sortir, entre autres, des dépendances. Très très efficace, que ce soit le tabac ou d'autres formes de dépendance. Alors j'ai une question maintenant qui me vient, c'est que tout à l'heure vous avez parlé d'une initiation, d'une formation en 7 étapes Oui, tout à fait. et je voudrais comprendre pourquoi c'est si long puisque la méditation a l'air si simple, alors pourquoi la formation est-elle si compliquée? Tout simplement parce qu'on n'est pas habitué aux choses simples, hein. Ah, ça c'est vrai. C'est vraiment la notion d'innocence, quoi, de spontanéité qu'il faut bien comprendre pour pratiquer correctement la technique. Hein. D'abord, il faut bien comprendre ce qu'elle va nous apporter. Ensuite, ses principes de fonctionnement. Ensuite, il faut passer par l'expérience directe de la première méditation. C'est ce qu'on appelle l'initiation à la technique. Et puis ensuite, les 3 jours qui suivent l'initiation, on va donc passer par ces 3 étapes qui sont d'abord la compréhension de nos expériences, parce qu'il peut se passer toutes sortes de choses pendant la pratique. Donc, il faut bien comprendre ce qui se passe pour être à l'aise avec sa pratique et pouvoir continuer confortablement à avancer. L'étape suivante, c'est vraiment la compréhension en profondeur des mécanismes. Comment se fait cette plongée vers l'intérieur qui est automatique et spontanée? Pourquoi elle se fait? Quel est le mécanisme qui est derrière? Et qu'est-ce qui nous fait ressortir également de la méditation? Puisqu'on ne va pas y rester. Hein, on reste 20 minutes dans sa méditation, puis après, on ressort pour reprendre ses activités. Et enfin,
les objectifs à moyen ou long terme qui correspondent à ces états de conscience dont j'ai parlé. Si j'ai bien compris, dans le protocole, il y a de l'information, de l'initiation en fait, et puis ensuite du suivi et de l'accompagnement. C'est ça, C'est ça, Jean-Marc? il y a un niveau à l'expérience et la Voilà. compréhension intellectuelle de l'expérience. Et en 3-4 jours, on a suffisamment creusé ces deux aspects pour être Mhm. autonome dans sa pratique et continuer à méditer chez soi. Alors bien sûr, on a à sa disposition un suivi de sa pratique, ce qui permet d'éviter des erreurs éventuelles. Et par exemple, si au bout d'un moment, vous vous dites, oui, mais si je fais des efforts dans ma méditation, ça va être encore mieux, là, vous sortez du processus spontané et automatique de la technique et les effets seront beaucoup moins profonds. Et donc, il y a un processus de vérification de la pratique, surtout pendant les premiers mois qui suivent l'apprentissage, qui permet d'être sûr qu'on se cale bien dans une pratique correcte. Donc, une fois que vous avez appris, vous êtes autonome, mais on ne vous laisse pas en roue libre. Vous avez toujours un professeur qui est à votre disposition. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui pour vous assurer que votre pratique est correcte, que vous comprenez bien vos expériences, etc. D'abord, je trouve fabuleux qu'il y ait un suivi pareil pour accompagner un nouveau méditant, parce que sinon, très souvent, il y a énormément de gens qui ont commencé à méditer et puis qui ont abandonné par manque de motivation ou par isolement. Donc, c'est très intéressant comme information. Et j'avais une question qui me paraît importante. Est-ce qu'il y a une incompatibilité à pratiquer cette méditation? Et ensuite, nous passerons au docteur Gallois. Incompatibilité, j'en vois pas vraiment. Simplement, dans le processus d'apprentissage de la méditation, il faut être disponible. Donc, pendant les 4 jours, initiation, les 3 étapes qui suivent. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait une psychanalyse, on va lui demander d'éviter d'avoir des séances de psychanalyse pendant ces 4 journées, de façon à ce qu'il comprenne bien qu'est-ce que lui apporte la méditation et qu'il ne mélange pas avec ce que lui apporte une autre pratique de développement personnel. De D'accord? la même façon, pour des gens qui sont dans des dépendances importantes, hein, par exemple dépendance aux drogues, on va demander aux personnes de s'abstenir d'utiliser ces substances pendant la période d'apprentissage. Après, ça relèvera de leur responsabilité. Ça va bien sûr les aider à aller dans le sens de diminuer leur consommation et finalement d'y mettre fin. Mais pendant l'apprentissage lui-même, il faut vraiment être disponible et ne pas être perturbé par des substances qui viennent agir de façon assez violente sur le système nerveux. Pouvez-vous nous dire, Jean-Marc, une dernière question, depuis quand vous méditez, vous? Ah, 1972 pour tout dire, donc ça ne me rajeunit pas. D'accord. Ok, je vous remercie beaucoup, Jean-Marc, de nous Oui. avoir donné Je voudrais ces juste, informations qui sont extrêmement riches. Merci je beaucoup. voudrais juste ajouter un tout petit point, c'est que tous Oui, ces effets de la méditation, je vous en ai parlé en termes subjectifs pour l'instant, oui. et donc toute la question, bien sûr, qui vient certainement à certains d'entre vous, c'est s'agit-il d'effets réels ou s'agit-il d'idées qu'on se fait sur la façon dont on perçoit la réalité, etc. Et c'est là que les recherches scientifiques, et en particulier la neurophysiologie, jouent un rôle très très important pour analyser la réalité de ces expériences. Et c'est ce dont, bien sûr, va nous parler le docteur Philippe Gallois. Alors, docteur Gallois, depuis quand méditez-vous, vous? Un peu moins que lui. Un peu moins que lui? De combien? Allez, 6 mois. Nous avons suivi avec attention les propos de Jean-Marc, mais maintenant, ce qui sera intéressant pour nous de savoir, c'est est-ce qu'il y a des recherches scientifiques qui valident les propos de Jean-Marc? Oui, la recherche a débuté au début des années 70 et elle compte actuellement, pour la méditation transcendantale, celle que je connais, à peu près 700 recherches, dont la majorité a été publiée dans des revues internationales avec comité de lecture, ce qui veut dire qu'il y a une exigence dans la méthode et dans le sérieux. Personnellement, je peux dire qu'il y a quelques années, j'ai fait une recherche pour vérifier ces assertions comme quoi la méditation induisait vraiment un état de repos, mais d'éveil au repos, avec un état
éveil hypométabolique, c'est-à-dire une diminution de l'activité de la physiologie tout en maintenant l'éveil. En général, quand on diminue son métabolisme, on s'endort. Mais là, non, l'éveil est là, et voire même l'éveil s'accroît. Et cette étude, donc, j'ai la chance d'avoir, pour cette étude, de montrer que c'était effectivement un état opposé à l'état de stress. Et j'ai reçu un prix de recherche remis sous l'égide du ministère de la Santé. Justement, quand on vit dans un monde hyper stressé, où l'hyperactivité prédomine, où l'agression est partout, où les informations sont omniprésentes, c'est impératif de se donner ces temps de repos et en même temps ces temps de grand silence pendant lesquels on va pouvoir retrouver l'essentiel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le changement qui peut se passer en nous par la méditation transcendantale, par la pratique de la méditation transcendantale? Et je vais vous présenter quelques recherches, tout d'abord, qui confortent ce qu'a dit Jean-Marc, à savoir qu'il existe 3 grandes catégories de méditation, tout au moins dans le travail qu'a publié Fred Travis. On va y venir, et pour cela, donc, je vais vous montrer quelques diapositives. Parce que, comme cela a été dit, on peut objectiver ces différents types de méditation. Voilà un électroencéphalogramme, à savoir, donc vous voyez cette méditante qui a un casque avec des électrodes sur la tête, et vous voyez ensuite toute une série de lignes qui correspondent à l'activité électrique recueillie par chaque électrode. L'activité électrique se présente sous forme d'ondes, de vagues, comme vagues à la surface de l'océan, qui ont une certaine fréquence, un certain nombre par seconde. C'est une des grandes caractéristiques des rythmes de l'électroencéphalogramme. Là, l'encadré bleu montre, c'est une chose sur laquelle on va revenir, que ces ondes sur les différentes électrodes sont assez synchrones, fonctionnent en phase, sont des vagues qui montent et qui descendent ensemble, phénomène de cohérence dont on va reparler. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que cette classification, je dirais, phénoménologique de la méditation, à savoir concentration, attention flottante, ou un phénomène qui fait plonger naturellement et sans effort, de manière automatique, vers la source des pensées, ces 3 grandes catégories de mécanismes ont une signature au niveau de l'EEG, une signature sous forme de rythmes qui ont des fréquences différentes. La concentration, on n'est pas étonné pour les neurophysiologistes, cela donne des rythmes rapides, des fréquences 20 à 50 par seconde. L'attention flottante donne un rythme plus lent, 4 à 8 cycles par seconde, comme celui qui précède l'endormissement. Et enfin, la transcendance automatique donne un rythme alpha qui est classiquement un rythme de repos, ce qui confirme que c'est bien un état de repos. Mais on l'a vu, c'est aussi un état d'éveil. On revient sur cet électroencéphalogramme avec toutes ces électrodes qui enregistrent l'activité électrique de centaines de milliers de neurones en dessous de l'électrode, et qui sont cette activité retranscrite sous forme de lignes avec ces différentes ondes. Et voilà, on revient à cet aspect très ordonné des ondes cérébrales, cohérentes. Et cela a pu être mis en évidence par un chercheur français, d'ailleurs, dès les années 73, qui a calculé ce qu'on appelle un indice de cohérence, c'est-à-dire qui s'est dit, si ces ondes EEG sont véritablement des ondes, elles ont une phase, elles peuvent être en phase ou en opposition de phase ou décalées, elles peuvent être synchrones ou pas synchrones, et on peut calculer ça mathématiquement, ce qu'on appelle un indice de cohérence. L'indice de cohérence, ça va vraiment être une des signatures de la méditation transcendantale. On a vu sa fréquence dans la bande alpha, qu'on va retrouver dans les régions antérieures du cerveau notamment, ce qui est inhabituel. Et la cohérence va augmenter. Voilà donc 3 conditions, les yeux ouverts, les yeux fermés, et ensuite à droite, la pratique de la méditation. Vous avez une vue du dessus du crâne et une vue de face. Les points noirs correspondent aux électrodes, et les petits traits qui relient des électrodes nous disent, s'il y a un petit trait, ces 2 électrodes sont en phase, elles travaillent ensemble. Il y a peu de cohérence pendant les yeux ouverts, un peu plus les yeux fermés. En revanche, la cohérence devient rapidement très élevée pendant la pratique de la méditation. Et on va voir les électrodes corrélées les unes aux autres de manière très, très significative, aussi bien les régions antérieures, frontales, qui sont plus motrices, que les régions postérieures, plus sensorielles, l'hémisphère droit, qui est plus global, l'hémisphère gauche, qui est plus analytique. Toutes ces régions différentes vont travailler ensemble et échanger de l'information. Donc, il y a un rythme alpha, mais en même temps, il y a échange d'informations, il y a intégration, et c'est ce qui permet le développement d'états de conscience différents, allant vers l'état de conscience appelé transcendantal.
La cohérence, donc, c'est vraiment d'abord un symbole mathématique, un indice mathématique, mais il veut dire que ces neurones, ces populations de neurones travaillent ensemble. Et on a pu montrer ce que ça voulait dire, qu'ils étaient effectivement harmonieux parce qu'ils échangent de l'information. Et la grande chose pour le cerveau, c'est qu'il y a des régions spécialisées pour le langage, la vision, la motricité, la mémoire, etc., les émotions, la musique. Mais finalement, notre expérience, à tout moment, elle est unifiée. Il y a une perception du monde extérieur, il y a un ressenti, il y a des émotions, mais tout cela est unifié. Pour analyser une scène visuelle, il y a plus d'une quarantaine d'aires visuelles éparses dans le cerveau, mais notre perception visuelle, elle est une. Et c'est l'importance de tous ces échanges d'informations et l'importance de cette cohérence des ondes cérébrales qui est très nettement majorée pendant la pratique de la méditation transcendantale. Et alors, quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe? Quand on est très stressé? On va y revenir tout à l'heure. On y revient tout à l'heure? Mais ce qu'on va dire simplement, c'est qu'on va avoir un état opposé à la cohérence. On va retrouver une partition du fonctionnement cérébral et plutôt un fonctionnement qui n'ira pas dans le sens de la détente et de l'onde alpha, mais des rythmes rapides. On se rapproche de la concentration. On est pris par les émotions, on est focalisé sur le fait qui nous obnubile. On oublie l'environnement et on n'a qu'une vision très parcellaire des choses. Il n'y a plus cette vision globale et holistique que permet un traitement beaucoup plus large de l'information tel qu'il est indiqué par cette fonction de cohérence. C'est intéressant d'en parler parce que pour beaucoup aujourd'hui, vivre stressé, c'est la normalité. On est entré dans une société où le stress est partout et du coup, la normalité, c'est d'être stressé. Donc, c'est intéressant que chacun de nous puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui quand il vit ces états de stress et le danger qui est là à ce moment-là. La diapositive suivante va permettre d'éclairer ça. D'accord. Voilà une autre méthode d'analyse du fonctionnement du cerveau. Cette fois-ci, ce n'est plus l'activité électrique qui est appréciée, qui est mesurée, c'est l'activité métabolique, c'est-à-dire de quelle manière telle région du cerveau travaille ou est au repos ou est vraiment très engagée dans une tâche. On mesure l'activité métabolique des différentes régions du cerveau. Là, c'est des vues de profil du cerveau. Le nez est en avant, en arrière, c'est l'occiput. Et on voit différentes régions du cortex, notamment de la face interne des hémisphères cérébraux. Et on voit des petites taches rouges et bleues. En fait, c'est la mesure du débit sanguin cérébral de cette région. Et on la compare au repos. On prend le sujet au repos. Ensuite, on lui demande de pratiquer une méditation avec une attention flottante à gauche ou la transcendance automatique. Et on regarde quelle est la différence pendant la pratique de la méditation par rapport au repos. Ce que l'on voit à gauche, c'est que la méditation du deuxième type va augmenter le débit sanguin cérébral au niveau des lobes frontaux. Et ça, c'est intéressant, les lobes frontaux. C'est la partie la plus évoluée du cerveau dans l'évolution. C'est celle qui est le propre de notre humanité, qui nous fait prendre des décisions, des jugements, des prévisions, qui permet de contrôler, d'avoir un certain dialogue avec l'affectivité, etc. C'est l'aspect qui fait de nous le plus des hommes, le lobe frontal, la partie la moins animale. Et à droite, on retrouve dans la méditation transcendantale aussi cette augmentation métabolique dans les lobes frontaux, préfrontaux notamment, la partie la plus antérieure, la plus évoluée. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui rejoint votre question, c'est qu'on voit aussi quelque chose en bleu, des zones en bleu, c'est-à-dire que là, il n'y a pas pendant la méditation une augmentation du débit sanguin, mais une diminution du débit sanguin, c'est-à-dire une diminution d'activité de cette région. Cette région, c'est le tronc cérébral. C'est une structure vitale. C'est une des structures les plus anciennes dans l'évolution du système nerveux. Et ce tronc cérébral comporte les centres de régulation des grandes fonctions végétatives, rythme cardiaque, sécrétion hormonale, rythme respiratoire, etc. S'il y a une lésion à ce niveau-là, c'est vraiment fatal pour le sujet. Là, il y a une diminution d'activité de ces zones du tronc cérébral. Ce sont ces zones qui sont mises en œuvre lors de la réponse au stress. Nous sommes confrontés à une situation stressante et il va falloir réagir. Mais ce tronc cérébral, il fonctionnait du temps où nous étions confrontés aux dinosaures et autres charmants animaux, et où il y avait deux manières de réagir. Il allait falloir fuir ou combattre vis-à-vis de ce stress ou de cette agression. Une activité physique devait vraiment se mettre en œuvre, la physiologie devait s'adapter, et ces zones qui sont là en bleu devaient être très actives pour préparer le corps à la fuite ou au combat. Les deux manières classiques de réagir au stress. Actuellement, devant le stress, il n'y a plus de réaction physique. On reste souvent là figé, statique,
entre guillemets, à encaisser, sans bouger, alors que tout prépare notre corps à la fuite ou au combat, comme dans le temps où c'était vital. Voilà donc ce qui se passe lors du stress, c'est-à-dire que la respiration s'accélère, le rythme cardiaque, la pression sanguine, la tension artérielle, les paumes deviennent humides. Et pendant la méditation transcendantale, ces petites zones bleues de diminution d'activité des régions végétatives du tronc cérébral induisent l'opposé d'un état de stress. Diminution de la fréquence respiratoire, cardiaque, de la pression, les paumes deviennent sèches, etc. Donc voilà ce que veulent dire ces petites zones bleues au niveau du tronc cérébral. On a déjà vu une caractéristique des types de méditation et celles qui sont propres à la méditation transcendantale. Ce qui la caractérise beaucoup aussi, c'est cet état de relaxation physiologique profonde dont on a parlé, diminution de la respiration, etc., à l'opposé de l'état de stress. Et ça, c'est un fait scientifique avéré. Les méta-analyses qui ont été utilisées ont regroupé 32 études réalisées depuis plus de 50 ans. Et on a mis ensemble toutes les données pour montrer qu'effectivement, il y avait un état opposé à l'état de stress. Diminution de l'acide lactique sanguin, diminution de la fréquence respiratoire, au niveau de la sécheresse de la peau, de la conductance cutanée, et aussi une hormone de stress qui est le cortisol, qui est beaucoup moins élevée que pendant le repos. Donc, on a vraiment une certitude qu'il se passe quelque chose pendant cette pratique. Une autre méta-analyse qui reprend cette fois-ci 146 études réalisées avec la méditation transcendantale et d'autres techniques pour voir l'efficacité à réduire l'anxiété trait. L'anxiété trait, ce n'est pas l'anxiété réactionnelle qui nous arrive de temps en temps devant une situation vraiment très difficile, c'est ce qui va structurer la personnalité de certaines personnes, qui fait que devant un stimulus, une situation qui ne le justifie pas, il va y avoir des réactions anxieuses, des gens qui vont être anxieux à longueur de journée. Et on a pu montrer qu'effectivement, la méditation transcendantale était la plus efficace pour réduire cette anxiété de trait. Beaucoup plus que le placebo, là où il n'y a rien, il n'y a pas de pratique, mais aussi, elle est supérieure aux autres techniques de méditation et de relaxation. Que fait le cerveau quand il ne fait rien? Oui. Quand il n'est pas engagé dans une tâche? Et ça, on a pu montrer que la technique de MT activait ce réseau du mode par défaut quand on ne fait rien. En fait, il ne se passe pas rien, parce que la cohérence indique que le cerveau fonctionne au repos, de manière détendue, mais de manière extrêmement intégrative. Il va intégrer l'information, va moduler l'expérience de conscience et permettre le développement de ce qu'avait annoncé tout à l'heure Jean-Marc, d'un état nouveau de conscience, un quatrième état de conscience. On a été au-delà justement de la pensée et de la perception. C'est effectivement ce changement de fonctionnement du système nerveux, un fonctionnement qui devient plus cohérent et qui devient un fonctionnement d'éveil au repos. On va comprendre ça avec la diapositive suivante. D'accord. D'abord, encore une autre pour montrer un peu la spécificité de la méditation transcendantale. On a vu l'état opposé à l'état de stress. Il est normal que la pression artérielle diminue. Les cardiologues américains très pragmatiques l'ont réalisé et l'Association américaine de cardiologie a dit on peut envisager en pratique clinique l'utilisation de l'AMT pour baisser la pression artérielle. Les autres méthodes de méditation, en raison d'évaluations non concluantes, ne sont pas recommandées pour le moment. D'autres études permettront peut-être d'accéder à ce statut. Alors, qu'est-ce qui va expliquer que l'angoisse diminue, que la pression diminue, qu'on ait un état physiologique opposé à celui de stress? On va mieux comprendre avec cette diapositive. Le maître mot, on l'a dit, c'est cohérence, qui permet un fonctionnement intégré, holistique du système nerveux. Sur les pictogrammes de gauche, vous voyez au niveau du cerveau ces petits traits qui sont désordonnés dans la vie de tous les jours, très ordonnés au milieu pendant la pratique de la MT, et qui restent, il y a un effet rémanent, qui reste ordonné pendant l'activité. Après la séance de méditation, il va y avoir rémanence de cet ordre qui a été produit pendant la pratique méditative. Et donc, cet ordre, on l'a appelé cohérence des ondes cérébrales, ces vagues qui vont osciller ensemble. Et de nombreuses études ont montré que cette cohérence, ce n'était pas simplement un paramètre mathématique ou une donnée d'électroencéphalogramme, mais que c'était corrélé à des expériences très précises, des performances particulières. Par exemple, plus la cohérence cérébrale est élevée, plus le raisonnement moral, la stabilité émotionnelle, l'estime et la confiance en soi sont élevés, plus l'anxiété diminue,
plus l'efficacité neurophysiologique est élevée, plus la créativité, l'apprentissage sont améliorés. Il y a donc bien une signature neurophysiologique au niveau de l'EEG, mais il y a au niveau psychologique, comportemental et relationnel une corrélation très précise qui fait tout l'intérêt de cette technique. J'entends bien tout ça. Pour soi-même, c'est parfait. À titre individuel, on va mieux, on pratique la méditation transcendantale, tout va mieux finalement dans notre vie. Mais et les autres alors? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les autres? Et pour ceux qui ne méditent pas, par exemple? Alors, oui, je vais bien, tout va bien. Hein. Voilà, On c'est peut ça. penser ça. Hein. Mmh. Mais la diapositive suivante montre effectivement cette difficulté. C'est la formule d'un écrivain regardé par la fenêtre. Quand vous êtes un écrivain, la chose la plus difficile, c'est de convaincre votre épouse que lorsque vous regardez par la fenêtre, vous êtes en train de travailler. Nous, on peut paraphraser ça avec la méditation. Quand on pratique la méditation, la chose la plus difficile, c'est de convaincre l'entourage que ce que l'on fait, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus naturel, de plus efficace, de plus juste pour soi-même, mais aussi pour son entourage, pour ses proches et son entourage. Vous me direz, mais comment peut-on dire ça? Encore une fois, par la fenêtre de la science. Tout a commencé, les premières études sociologiques remontent aux États-Unis vers les années 74, où des sociologues ont montré que dans une dizaine de villes, lorsque 1% de la population de ces villes pratiquait la méditation, il y avait une réduction très significative de la négativité, des paramètres significatifs de la négativité, accident de la route, tout ce que vous voulez, maladie. Il y avait vraiment, la négativité se réduisait, ce qui est tout à fait étonnant. Cela, comment peut-on l'expliquer? On peut comprendre que lorsqu'un individu va bien, peut-être cela peut contribuer au bien-être des autres. Pour qu'une forêt soit verte, il faut que chaque arbre soit vert. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est si effectivement on fait pendant la pratique l'expérience d'un nouvel état de conscience, d'une réalité nouvelle, qui est en fait notre réalité ultime, un océan illimité de conscience, qui est une source d'intelligence, de joie, et d'ordre, d'harmonie, on peut comprendre qu'en ressortant de cette expérience, on rayonne. On ne peut pas regarder ça sous le boisseau pour soi-même. Cela rayonne un petit peu autour de soi. On sait très bien que les gens sont attirés par les personnes qui ont l'air bien dans leurs chaussures, bien dans leur vie, et par contre ne vont pas être attirés par celles qui ont l'air extrêmement stressées. Donc on peut comprendre que déjà la pratique personnelle puisse avoir un certain rayonnement. Mais ça va en fait beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, c'est une technologie de conscience. Et on n'a pas tout à fait compris ce que c'est que la conscience. Pour nous, la conscience, c'est simplement la veille, le sommeil, le rêve, des états très limités, relatifs, changeants. Et cette conscience, elle serait finalement la manifestation de la matière. Le corps, les neurones produiraient la conscience. Cabanis disait, le foie sécrète la bile, le cerveau produit les pensées et la conscience. C'est une vision matérialiste, physicaliste. En fait, la grande révolution de cette méditation transcendantale, c'est de dire qu'en fait, la conscience est première. Pas notre petite conscience limitée, stressée, etc., mais un champ de conscience. Une réalité non matérielle par-delà le temps, l'espace, une réalité organisatrice qui sous-tend toute la réalité matérielle, à commencer par notre physiologie, notre psychologie, notre sociologie. Et donc, ce champ, on en fait l'expérience lorsqu'on pratique la méditation transcendantale, notamment quand on s'approche de cet état, du quatrième état de conscience. Et s'il y a effectivement un champ de conscience, cela va fonctionner comme un champ. En physique, il y a les champs électromagnétiques, champs de gravité, c'est-à-dire une région de l'espace très, très large, qualifiée, où il y a telle gravité, tel aspect de l'électromagnétisme, et tout ça est en lien. Et donc, si on touche à un champ de conscience, on va avoir un effet de champ. Un effet de champ, c'est-à-dire que si on agit dans cette partie du champ localement, il va y avoir un effet à distance. Si on fait quelques guillis au niveau du champ, certains vont commencer à rire très loin de l'endroit où on a fait ces chatouilles, parce que c'est un effet de champ. Donc, cette dimension de la conscience comme champ peut expliquer que l'animer individuellement, pour soi-même, certes, va aussi l'animer pour les autres.
on fait le choix d'être, comme vous dites, zen, apaisé, de vouloir de faire preuve. J'entendais un psychologue récemment qui disait que l'intelligence, il y avait différentes composantes, et il y en avait une qu'il appelait la composante de sagesse, à savoir penser pour le bien du monde. Et il trouvait que chez les gens, il y avait une forme d'intelligence qui était celle-là, ne pas penser pour soi-même, penser pour le bien du monde. Et c'est sûr que si on fait déjà ce choix, il va y avoir un effet autour de nous, un rayonnement, un effet contagieux autour de nous. Et là, il y a une volonté, il y a de vouloir le bien, etc., de penser le bien, tandis que là, c'est presque un processus automatique. Comme on a touché la source de la réalité, quand on l'a animée, on va animer à distance. Comme lorsque on veut améliorer les fruits d'un arbre ou le feuillage d'un arbre, il ne faut pas verser l'eau sur les pommes ou sur les feuilles, il faut aller à la source et arroser les racines de l'arbre. À ce moment-là, on va activer la sève, qui est l'image un peu de ce champ, et cette activation de la sève va avoir un effet de champ à distance des racines. Donc c'est presque contre-intuitif. Pour aller avoir une action sur le monde, il faut d'abord se couper du monde pendant quelques minutes et regarder par la fenêtre à l'intérieur. Une fenêtre intérieure où on va voir notre véritable réalité, le soi, cet océan illimité de conscience dont on va faire l'expérience. Et innocemment, en l'animant pour nous, on l'anime aussi pour les autres. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut agir de manière pacifique pour la société, pour tout, sans rien faire, simplement, voilà, en étant finalement. Simplement En être. étant, oui, on ne fait pas rien, on est. On est. Donc Vous avez été simplement, très juste. On ne fait simplement pas être. rien. Alors, Si on voilà. reste à ne rien faire, il ne va rien se produire. Si on reste là à rêvasser, il ne va rien se produire. Il faut avoir l'action la plus juste, la Possible. plus efficiente, la plus cohérente, la plus intelligente, la plus joyeuse, c'est-à-dire être. C'est Et ça. c'est être et arrêter un petit peu d'avoir. Être, C'est ça. C'est ça. opposé à l'avoir, mais être. Et faire l'expérience du champ de l'être anime l'être qui est universel, qui n'est pas que notre être à nous. Et cela se fait innocemment. Déjà, dans un des premiers traités du yoga, les Yoga Sutras de Patanjali, qui ont plusieurs milliers d'années, il y a un verset, un aphorisme qui dit « Au voisinage du yoga, la négativité ne peut pas se développer ». Il y avait déjà cette intuition et cette conviction. Et cette intuition donc d'une conscience individuelle, mais aussi d'une conscience collective, d'une conscience de la société, qui rejoint ce que disaient certains philosophes, par exemple, Teilhard de Chardin, le jésuite, qui parlait de noosphère. Il disait, le monde, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la lithosphère, les pierres, les roches, puis ensuite il y a la biosphère, le végétal, l'animal, l'homme, et puis il y a la noosphère, c'est-à-dire toute la production mentale, noétique de l'homme, la conscience en fait. Il avait cette intuition d'une conscience collective qu'on peut animer à un niveau individuel en étant, pas sans rien faire. Pas sans rien faire. Donc, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est d'être. Je vais peut-être revenir un peu sur ce que j'ai dit. Pour être, il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire. C'est-à-dire, c'est ce qu'a bien expliqué Jean-Marc, avec la méditation transcendantale, pour être, il ne faut rien faire. Il ne faut pas chercher à se concentrer ou à compter les nuages, il faut simplement prendre le bon angle, donner, il faut beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire pas la nôtre, mais celle de la nature et toute cette tradition védique et de Maharishi Mahesh Yogi qu'il a introduite en Occident, toute cette tradition qui a vraiment vu l'essence même de la conscience, qui a développé une véritable science de la conscience, et où une petite impulsion va produire en cascade toute une série de transformations physiologiques et d'expériences de conscience. Donc il faut faire avec justesse, avec intelligence et respecter bien la pratique de la technique, d'où l'importance de professeurs formés, expérimentés, d'un suivi, parce que comme ça a été dit, il est difficile de fonctionner innocemment. On a perdu, on est là, on est bientôt à la recherche du stress, on a perdu cette innocence dans le fonctionnement. Et il faut prendre simplement un angle correct, comme un plongeur qui va s'incliner et finalement plonger. Mais il faut d'abord au début avoir quelques instructions. Finalement, vous nous conduisez à une réflexion sur le sens des priorités et sur l'essentiel. Est-ce que c'est ça? C'est sûrement agir avec le plus de simplicité, le plus de naturel,
le plus d'efficacité et sans effet secondaire. Pour faire cela, il faut avoir une conscience élargie. Il faut prendre conscience de cette réalité, de ce champ de conscience. Si on n'a qu'une conscience partielle, on va voir une petite partie de la réalité, on va raisonner à partir de cette partie de réalité et construire une technique, une méthode, une structure, un système qui va marcher, mais qui aura aussi beaucoup d'effets secondaires parce qu'il a oublié la totalité. Donc le fonctionnement ne peut se faire que si on n'oublie pas la totalité. C'est là où on aura véritablement quelque chose de naturel, de juste et d'efficace. Merci, docteur Gallois, pour tout ça. On va voir après, on a pas mal de questions qui arrivent maintenant. Ce qu'on a compris, c'est que dans tout ce que vous nous dites, messieurs, c'est que la rencontre avec la méditation transcendantale ne nous laisse pas indemnes. Surtout, elle transforme notre façon de vivre. Elle transforme notre façon de vivre. Ouais, j'aimerais bien vous proposer une image que je trouve très parlante. C'est celle de la flèche qui veut atteindre sa cible. Si vous mettez la flèche sur la corde de l'arc et que vous faites que ça, quand vous lâchez la flèche, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe par terre. Donc, si vous voulez que cette flèche elle puisse atteindre sa cible, il faut la tirer en arrière. Et plus vous allez la tirer en arrière, plus elle va partir avec force et précision. C'est exactement le même processus dans la méditation transcendantale. On se retire de l'activité, mais c'est pour repartir avec une puissance et une créativité qui ont trouvé leur origine dans cette source de la pensée qui est la conscience elle-même. Quand je vous entends parler, messieurs, je me dis, mais il n'y a pas de temps à perdre. La pratique crée les effets, qu'on y croit ou pas. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. C'est très important de bien comprendre que la croyance n'est pas du tout impliquée dans le processus. Que vous croyez aux effets ou que vous n'y croyez pas, si vous pratiquez la technique correctement telle qu'on vous l'enseigne, les effets vont se développer peu à peu. Alors là, Jean-Marc, permettez-moi, il me vient une question. Alors, la méditation transcendantale et la religion? Ah, c'est une très bonne question. Alors, c'est très simple d'y répondre. On ne peut pas être à la fois catholique et musulman, ou musulman ou bouddhiste. On a une religion et ça montre bien que les religions sont des notions exclusives. Quand on est dans une religion, on exclut d'être dans une autre religion. Il y a un choix, quoi. Dans la pratique de la méditation transcendantale, c'est exactement l'opposé. C'est une pratique inclusive. C'est-à-dire qu'on peut être chrétien et pratiquer cette technique, on peut être musulman, d'ailleurs il y en a bien sûr de toutes les religions, on peut être bouddhiste, on peut être athée également, peu importe, puisque ce n'est pas basé sur une croyance ou sur des dogmes, c'est basé sur une expérience intérieure, une expérience directe. On sort du dogme pour rentrer dans l'expérience. Et ça, c'est très, très important. Donc, c'est accessible à tout le monde, en fait. Des personnes de toutes les religions qui pratiquent cette technique, il y a même des prêtres qui pratiquent cette technique, des moines bouddhistes, des moniales bouddhistes. Il y a une grande école en Thaïlande où la directrice de l'école a intégré la pratique de la méditation à la scolarité de ses élèves. C'est une grande école qui accueille des enfants qui sont orphelins. Et donc, c'est une œuvre de charité en quelque sorte, qui permet à ces jeunes filles d'avoir un niveau d'éducation suffisant pour après réussir leur vie. Et dans leur scolarité est intégrée la pratique de la méditation transcendantale, alors que c'est une école bouddhiste. Donc, il n'y a pas de contradiction du tout. D'accord, ok. Alors, messieurs, pour en terminer, pourriez-vous répondre tous les deux à cette question? Quel est pour vous le marqueur de la méditation transcendantale? Ah. Docteur Gallois, je vous laisse répondre si vous voulez d'abord. Au niveau de l'expérience, c'est très simple. C'est une technique simple, naturelle, sans effort, qui permet de faire l'expérience de l'être et de l'océan illimité de conscience. Au niveau de la neurophysiologie, la signature, c'est aussi très simple. C'est des ondes alpha, notamment au niveau des régions frontales, extrêmement cohérentes, traduisant une intégration, un fonctionnement holistique du cerveau. Moi, je vais répondre à cette question en parlant du Graal. Vous connaissez la légende du roi Arthur. Ils sont tous autour de la table, les 12 chevaliers.
et il y a le Graal qui passe dans la pièce. Et ils veulent s'en saisir. Donc, dès qu'ils essayent de s'en saisir, le Graal s'écarte et devient hors de leur portée. Ça, c'est le symbole de l'effort, hein, de vouloir avec l'ego agripper ou saisir quelque chose. Le processus de la méditation transcendantale n'est pas du tout de cet ordre. Il est de l'ordre de la révélation intérieure. Il ne s'agit pas de s'approprier une expérience, il s'agit de la laisser se produire en nous. Et c'est pour ça que la technique repose complètement sur l'innocence et l'absence d'effort, comme ces chevaliers qui voient le Graal s'approcher de lui parce qu'il est innocent dans son attente. C'est exactement la même chose. Merci, docteur Gallois. Merci, Jean-Marc. Et merci Marlène. Merci Marlène, merci à tous.